Bonjour à tous. À plusieurs reprises, on m'a demandé quelles étaient les différences et les points communs entre OSINT, Open Source Intelligence, et Open Source. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer ce que c'est que l'OSINT, quels sont les grands concepts et un peu regarder aussi l'outillage open source qu'il y a pour faire de l'OSINT, mais aussi essayer de regarder en quoi il y a une différence entre l'open source tel qu'on l'entend dans la définition de l'OSI et l'open source dans le cadre de l'OSINT. Jingle! Avec cette vidéo, notre objectif, ça va être de comprendre ce que c'est que l'OSINT, l'Open Source Intelligence, et de regarder les liens et l'outillage qu'on peut trouver en open source et le lien direct avec les concepts open source. Donc, imaginons un puzzle géant. L'objectif, pour comprendre les enjeux, on va s'imaginer un puzzle. On est dans un monde où on laisse des pièces, des petites informations par-ci par-là. Alors ça peut être des vidéos, de l'historique sur un site, que le site persiste sur nous, des posts sur des réseaux sociaux, des photos, des messages qu'on laisse sur des blogs, des documents qu'on pose sur des services de cloud ou à d'autres endroits. Toutes ces pièces, ce sont les pièces d'un puzzle. Et on va se rendre compte que l'OSINT, l'objectif de l'OSINT, c'est de refaire, de remettre toutes ces pièces de puzzle les unes avec les autres pour trouver une information précise concernant quelqu'un. Concernant quelqu'un ou un organisme, quelque chose de concret qui effectivement disperse de l'information partout sur Internet. Donc le monde qu'on imagine, c'est le nôtre, et l'OSINT, c'est l'objectif de regrouper toutes ces informations. Donc notre histoire, elle commence ici, et on va voir que ce puzzle, il s'alimente de sources ouvertes. Et c'est pour ça qu'on va parler d'open source. Mais on va essayer de voir en quoi il y a des différences avec ce que jusqu'à présent on évoque sur la chaîne UltraGreen en parlant d'open source. Donc, qu'est-ce que l'open source dans le cadre de l'OSINT ? Donc, je le redis, on va plus parler effectivement de données ouvertes ou de sources de données ouvertes et pas que du code comme c'est souvent comme on le retrouve dans la définition de l'open source initiative. Donc ces données, c'est ce qu'on va entendre par open data et open source, puisque finalement les deux ce sont des sources de données ouvertes. Donc avant d'être des renseignements, et c'est c'est l'objet de la recherche qu'on va avoir avec l'OSINT. Ces sources sont d'abord des sources accessibles librement qu'on va pouvoir consulter. Mais on va rappeler, l'open source, c'est pas qu'une simple information publique, c'est aussi une philosophie dans le monde du développement logiciel. On y reviendra sur ce sujet, mais en même temps, c'est le sujet qu'on traite régulièrement sur UltraGreen. Donc le concept initial, un code source accessible à tous, que chacun peut étudier, modifier, partager, ça c'est ce que j'ai toujours expliqué sur la chaîne, c'est ce que je rabâche dans pratiquement toutes mes vidéos, et puis c'est la philosophie, transparence, collaboration, partage des connaissances. Mais du coup, aujourd'hui on va avoir une extension à ce terme, c'est quelque part finalement presque en fait la définition initiale, avant que ce soit la définition structurée qu'en a proposé l'OSI, c'est aujourd'hui le terme open source ou source ouverte, il s'étend à toute donnée accessible, légalement ou publiquement. Alors c'est là où on va plutôt voir publiquement, parce que sur le légalement, disons que oui, la loi autorisera de les consulter, mais peut-être que l'éthique, elle, et les responsabilités qu'elle s'engage, on verra qu'il y a peut-être des limites. Mais du coup, on les trouve sur des sites web, sur des médias sociaux, sur des bases de données publiques, sur des registres d'entreprises, des cadastres, des publications académiques, des articles de presse, des images satellites et ainsi de suite. Tout ce qui va en gros être capable d'identifier quelque chose, quelque part, à un instant donné. Donc cette fois-ci, et aujourd'hui, je dirais, parce que dans les autres vidéos, je reviendrai probablement beaucoup plus sur la définition habituelle que je donne à l'open source. L'open source, c'est donc un terrain de jeu, une immense bibliothèque de données où se trouvent nos pièces de puzzle, les pièces qu'on va vouloir récupérer et assembler les unes aux autres pour retrouver une information, une personne, un lieu, une structure quelconque. Donc l'action
qu'on a derrière l'OSINT, c'est l'art de connecter les points, c'est l'art de rassembler, c'est l'art de résoudre notre puzzle. Donc si l'open source, c'est la bibliothèque, l'OSINT, c'est la méthodologie du détective qui y travaille. Lui, son objectif, c'est pas de regrouper l'information en elle-même pour ce qu'elle est, c'est d'exécuter un processus, ce fameux open source, cette démarche d'open source intelligence, ou renseignement d'origine ouverte, d'origine source ouverte, pour le coup, en bon français. Du coup, la discipline, l'action qu'on réalise quand on fait de l'OSINT, c'est une discipline de collecte, d'analyse d'informations issues de sources publiques et accessibles, dans le but de produire un renseignement exploitable. Ce renseignement, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est retrouver des informations sur une personne, c'est ce qu'on retrouve dans l'action de tout organisme de renseignement, qu'il soit public, privé, étatique, quelconque. Donc ces exemples de sources, on revient encore un petit peu dessus, médias, réseaux sociaux, on a vu tout ça, hein, les rapports gouvernementaux, et ainsi de suite, des walkthroughs sur des systèmes de cartographie, il y a vraiment de tout, des données météorologiques, des données satellitaires, et ainsi de suite. Maintenant, on va essayer de regarder le cycle du renseignement de l'OSINT. Alors, la première chose qu'on fait, c'est définir le besoin. Qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'on veut identifier, qu'est-ce qu'on veut retrouver, quelle est l'information, quel est le renseignement qu'on veut récupérer. Ensuite, on passe dans la phase de collecte, on recherche. Donc normalement, effectivement, on a déjà identifié un certain nombre de sources de données, d'outils de capture de ces données, et puis on va commencer à exploiter tous ces outils pour aller dans une phase de collecte d'informations. C'est finalement quelque part des choses qu'on retrouve aussi en sécurité informatique, hein, ces étapes, il y a des choses qui sont assez similaires. Ensuite, on va traiter toutes les données brutes. Alors en informatique, en sécurité informatique, juste pour faire un petit aparté, on est plus sur une démarche où on fait de l'attaque passive puis de l'attaque active. Là, on va être plus sur l'équivalent de ce qu'on fait dans la phase d'attaque passive en se basant... Et on verra d'ailleurs qu'il y a des choses qui se recroisent avec par exemple les dorks. On va faire une fois qu'on a fait la collecte, on va faire le traitement des données brutes. On va récupérer, structurer, organiser toutes ces données. On va les filtrer pour savoir celles qui sont réellement pertinentes dans la démarche de renseignement qu'on est en train de faire. Et on va les mettre en forme. Ensuite, on va rentrer dans la phase d'analyse. Pour le coup, et c'est là qu'on ressort de mon exemple par rapport à la sécurité informatique, mais voilà, cette fois-ci on analyse les données, on fait des recroisements d'informations, on peut utiliser des outils pour nous aider à ces recroisements, on peut utiliser des outils pour toutes les étapes, on le verra. Et on peut ensuite rentrer dans une phase d'identification de liens, de modèles, et on va faire des conclusions. Une fois qu'on a fait ces conclusions, on a fait l'objectif réel d'OSINT, et donc on va passer dans une phase de diffusion, de présentation du renseignement, finalisé sous forme synthétique et exploitable. Potentiellement, on peut utiliser des solutions de data viz ou des choses comme ça quand on veut le faire à grande échelle. Alors le lien avec l'open source OSI, il réside en quoi? Donc l'OSINT et l'open source sont intrinsèquement liés, mais il faut distinguer les deux notions d'open source qu'on a vues jusqu'à présent. On a vu les sources ouvertes comme... bibliothèque d'informations de l'OSINT, hein, sans ces informations accessibles publiques, il n'y aurait pas de possibilité de faire de l'intelligence sur des données ouvertes, il faut des données ouvertes évidemment. En tout cas, la prolifération des données sur Internet, maintenant il y a des bases de données sur tout, il y a du big data sur tout, vous laissez des traces en permanence sur Internet, et ces traces sont exploitables dès lors qu'elles sont accessibles publiquement. Oui, on peut faire de l'OSINT illégal, comme on peut faire n'importe quoi de façon illégale. Là, l'objectif de la vidéo, c'est de ne traiter que de la partie visible et légale de l'iceberg. Parce qu'effectivement, les données, dès l'instant où en plus on peut effectivement faire de la récupération de données illégales, on multiplie le champ de collecte de ces informations. C'est pas du tout l'objet de ma présentation. Moi, je veux parler de l'OSINT pour ce qu'elle est, c'est-à-dire dans sa définition légale, et strictement légale. Donc, il y a un lien avec les logiciels open source. C'est des outils privilégiés pour la pratique de l'OSINT, parce qu'effectivement, les données publiques se manipulent aussi avec des outils publics. Il y a de nombreux outils de collecte et d'analyse, exemple Maltego, The Harvester, Shodan. C'est des outils open source. On va voir d'ailleurs que la distribution qu'on utilise pour faire
la distribution préférée des hackers et des gens qui font de la sécurité informatique, Kali Linux, elle regroupe tous les outils qui permettent de faire de l'OSINT. Et que quelque part, on est sur de mon point de vue, un pan complètement lié, quand on fait de l'OSINT, à la sécurité informatique. Parce que les démarches, il y a beaucoup de ces démarches qui sont similaires, c'est ce que je voulais vous montrer, au moins sur la phase de collecte. La phase d'analyse, elle nécessite des outils qui sont un peu différents, et c'est en ça qu'on voit des outils supplémentaires arriver dans l'OSINT. Donc en résumé, l'OSINT, c'est la méthode qui transforme les données issues des sources ouvertes en renseignements, en quelque chose de structuré, avec un objectif l'objectif de déterminer un résultat de recherche, une approche d'identification, on va dire. Et ça, souvent, avec du logiciel open source. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo, parce que souvent on m'a posé la question, mais aussi il y a un lien avec l'open source et je voulais en traiter. Donc, on va essayer de regarder un peu les outils open source et ou open data qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'OSINT. Donc par exemple, on a des plateformes et des frameworks d'investigation. J'en ai déjà évoqué un Maltego, c'est des outils de DataVis pour l'OSINT. Spiderfoot, c'est des outils qui sont plus sur la partie collecte et automatisation de la collecte. ReconNG, c'est des frameworks en Python qui sont souvent comparés à Metasploit. Donc vous voyez, on voit le lien avec la sécurité informatique, pour le coup. Et puis après, on a les outils qui sont plus liés à la collecte d'informations spécifiques. The Harvester, MetaGoofil pour les recherches de documents publics. Donc The Harvester, c'était une interface en ligne de commande pour faire de la collecte associée à de l'identification, nom de domaine, mail, nom de machine, fully qualified domain name, ainsi de suite. Et puis enfin, on a Sherlock, qui est lui un outil qui est plutôt fait pour faire de la recherche sur nom d'utilisateur. Là, on est typiquement sur un outil qui sert autant pour la sécurité que pour l'OSINT. Même peut-être plus pour l'OSINT. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, vous allez le retrouver sur des distributions comme la distribution Kali Linux, qui est complètement convergente avec les enjeux d'OSINT et les enjeux de sécurité informatique et voire de hacking. De hacking éthique, puisque on reste dans la légalité. Alors, il y a des choses qui sont pas open source, des moteurs de recherche, typiquement des choses qu'on va utiliser en ligne, qui vont servir de complément d'information. Il va y avoir Shodan, par exemple. Alors, c'est souvent des index ou des moteurs de recherche. Shodan, pour les objets connectés. Webpack Machine, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, ou dans une précédente vidéo, je ne sais plus exactement quand, mais c'est en gros, c'est les archives d'Internet, on va faire simple. Et puis tout à l'heure, je les avais évoquées, les Google Docs, toutes les techniques de recherche avancées sur Google. Peut-être qu'on reviendra un petit peu dessus, je crois, oui, que je vais revenir dessus. L'OSINT, il y a aussi des différences avec l'open source, j'en ai déjà plus ou moins évoqué certaines, mais là on va essayer de les illustrer plus. Donc il est crucial de ne pas les confondre. L'un est un processus, l'autre c'est une source. Donc, l'OSINT, c'est la démarche de capture de collecte du renseignement, donc c'est une discipline, un processus d'analyse. Sa finalité c'est de produire une connaissance validée, exploitable pour une prise de décision, concernant un individu, un lieu, une organisation quelconque. Sa valeur, la valeur du renseignement, elle réside dans l'analyse, le croisement d'informations et la contextualisation. En elles-mêmes, les données sources ont peut-être déjà une valeur, mais le recroisement, la confrontation de l'ensemble de ces informations, elle, fabrique une valeur qui est encore plus importante parce qu'elle devient beaucoup plus spécifique, beaucoup plus ciblée, et sa charge active en termes d'information devient beaucoup plus élevée. Si on cherche un exemple, un rapport analysant les faiblesses de sécurité d'une entreprise à partir de ses offres d'emploi et le profil LinkedIn de ses employés, ça c'est une démarche de recherche qu'on peut faire en OSINT. Et là on voit effectivement la valeur que ça peut avoir. Alors maintenant l'open source, d'un point de vue information, c'est la donnée brute, donc c'est une source d'information, elle est accessible publiquement, sinon effectivement on est hors légalité, elle n'a pas de finalité propre, enfin si elles ont des finalités propres, mais qui ne sont pas celles qui sont dans l'alignement de la démarche de renseignement qu'on souhaite faire. Donc la valeur, elle est potentielle, elle est peut-être déjà existante pour une partie, mais elle est potentiellement beaucoup plus importante dans cet effort de recroisement.
Mais ce qui est bien à prendre en compte, c'est qu'en plus, effectivement, ces sources de données publiques peuvent ne pas être exactes. Ces sources peuvent contenir des données qui sont fausses, incomplètes ou non pertinentes. Et donc tout l'exercice, toute la problématique de l'OSINT va consister aussi à vérifier la véracité des informations qu'on veut recroiser avec d'autres informations. Donc par exemple, l'exemple de la donnée de l'open source, de la donnée brute d'origine, c'est une offre d'emploi publiée sur un site web ou un profil public sur LinkedIn. En elle-même, cette donnée, elle a beaucoup moins de valeur que ce qu'on essaye de recroiser avec la démarche et avec le processus de l'OSINT. Donc la différence fondamentale, l'open source, c'est l'état d'une donnée, elle est publique, et l'OSINT, c'est l'action de transformer cette donnée en renseignement. Une photo sur Instagram est une donnée ouverte, une source ouverte. L'analyse de cette photo pour déterminer la localisation d'une personne ou ses habitudes, c'est de l'OSINT. Donc les limites de l'OSINT. L'OSINT, je le dis tout le temps, c'est pas une solution miracle, toujours pas de baguette magique. Il présente plusieurs limites importantes qu'on va essayer de lister. Donc parmi ces limites, il y a les problématiques d'infobésité, c'est-à-dire l'explosion de données qu'il y a sur Internet, qui va rendre compliqué l'effort de recroisement, d'abord l'effort de collecte, mais aussi l'effort de recroisement, parce qu'on va avoir potentiellement une profusion de données, et parmi ces données, il y en a qui vont être plus compliquées. Je pense qu'il y a des gens en ce moment qui sont allés jouer sur les Epstein Files et commencer à faire des recherches. Typiquement, ce genre de choses, c'est un terrain, c'est une source ouverte qui permet de faire un terrain d'investigation. Le truc, c'est que vous prenez n'importe qui d'un peu connu, comme un ancien président ou le couple Clinton, pour parler des deux. Oui, on va avoir un nombre extrêmement important de références à ces personnes, mais est-ce que c'est anormal ? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est des personnes publiques, et que ces personnes publiques, les interactions potentielles avec un milliardaire notoire avant qu'il soit effectivement considéré et reconnu comme la personne infâme qu'il peut être, bah, potentiellement, il y a eu des interactions. Donc, on voit déjà cette problématique d'infobésité et de potentielle non-véracité ou d'inintérêt en corrélation de ces informations. Bon, il y a plein d'autres exemples. Je voulais prendre celui-ci parce qu'il est dans l'actualité proche. Ensuite, donc effectivement, il y a les problématiques de viabilité et de la vérification. Les sources ouvertes sont le terrain de jeu de la désinformation. Et là, la précédente vidéo que je faisais sur les fake news, justement, je pense qu'on est dans la continuité du sujet. Donc effectivement, il va falloir enlever tout ce qui est du domaine des fake news et puis de l'information qui finalement n'apporte absolument rien. Donc le recroisement, la validation des sources, c'est des processus qui sont essentiels, mais extrêmement chronophages, sans certains outils potentiellement, et encore, même elle reste chronophage, pour avoir un résultat de bonne qualité quand on fait de l'OSINT. Ensuite, il y a la problématique de volatilité de ces informations. Il peut y avoir des pages web qui sont supprimées, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Wayback Machine, par exemple. Un compte réseau social désactivé, l'information, elle peut disparaître rapidement. Elle peut apparaître très vite, mais elle peut disparaître aussi assez rapidement. Après, Internet, c'est comme les limaces, ça laisse une trace derrière. Alors, par contre, moi je pense que c'est peut-être le problème le plus grave, c'est l'aspect parcellaire de l'information et la dispersion. L'OSINT, ça donne accès qu'à la partie visible d'un iceberg. Les informations stratégiques, confidentielles ou privées, elles restent inaccessibles, légalement. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit des solutions d'OSINT sur des outils qui potentiellement peuvent permettre de faire des attaques, de faire du hacking, parce que clairement, on va avoir le même objectif en termes d'activité, mais par contre, on ne va pas faire de l'OSINT, on va juste faire de l'intelligence, au sens le plus strict du terme, dans les limites de la légalité, voire hors légalité. Alors, les ombres au puzzle. Parce que, voilà, là, je commence à pointer du doigt un certain nombre de problématiques autour de l'OSINT, ou quand on enlève l'OS, de l'intelligence pour le coup. Chaque pièce du puzzle, ça peut être un piège, et l'assemblage, ça peut créer une image déformée, monstrueuse, où son usage peut être monstrueux. Et c'est peut-être plus sur la deuxième partie que je vais me concentrer, sur l'usage monstrueux de ce genre d'activité.
Donc il y a un énorme risque éthique à faire de l'OSINT quand on ne maîtrise pas ce qu'on fait et quand on n'est pas dans une démarche éthique soi-même et qu'on dépasse des limites qui ne devraient pas être dépassées. Même si les données sont publiques, l'agrégation massive de ces données, et maintenant l'outillage le permet, les solutions de big data permettent de la corrélation encore plus rapide, des constructions de use case sur des gros big data peuvent obtenir des résultats effrayants. Et disons que voilà, ça peut exposer la vie privée d'une personne, ça peut l'afficher sans son consentement, et c'est la différence entre crier le nom d'une personne sur une place publique et voir ce nom inscrit en permanence sur un mur numérique mondial. Si on doit faire l'image, c'est probablement la meilleure. Le harcèlement ou le doxing, c'est la publication d'informations privées, sont facilités parce que justement les outils qui sont développés pour faire de l'OSINT et qui sont mis à disposition peuvent être utilisés par des personnes qui sont mal intentionnées. Il y a un risque sécuritaire, hein, c'est l'arme à double tranchant. Il y a des groupes malveillants, des groupes de hacking malveillants, des black hats qui peuvent utiliser l'OSINT pour préparer des attaques. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le lien fort qu'on peut faire entre le périmètre de la sécurité informatique et les outils de la sécurité informatique et les outils de l'OSINT, parce que ça fait partie de la partie préparation de l'attaque, et ces outils sont aussi des outils qui sont utiles dans les préparations des attaques sur des systèmes informatiques. Et c'est aussi des outils qui vont aller permettre l'espionnage industriel et tous les mécanismes malveillants qu'on peut envisager avec. Donc, le problème avec ces méthodes, c'est que ça rend omniprésent les problématiques de surveillance, la capacité de scanner, de stalker une personne dans la rue et d'accéder à sa vie numérique pose des questions de sécurité fondamentales. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait des vidéos absolument géniales hein, sur justement la démonstration de certains sujets autour de l'OSINT. Je pense par exemple à Amy Plant, qui a fait une vidéo justement pour montrer qu'on peut rapidement faire des outils, que ces outils on peut les utiliser dans la rue avec finalement des moyens techniques, technologiques assez faciles à se procurer. Alors, il y a aussi, là on revient hein, sur plutôt le côté créer une image monstrueuse, la limite de la vérité, l'ère de la désinformation, c'est-à-dire qu'au final, ces sources ouvertes, elles peuvent être intoxiquées, elles peuvent être faussées, et ne plus devenir des sources fiables. Donc là, cette fois-ci, le puzzle, on a l'impression que les pièces s'emboîtent, sauf que dedans, il y a plein de fausses pièces, il y a plein de deepfakes, il y a plein de fausses informations, de fake news, de propagande, et puis du coup, à la fin, on obtient quelque chose qui est absolument pas véridique. Et le gros problème, c'est que même s'il n'est pas véridique, il peut avoir des effets néfastes sur les personnes, même encore plus, c'est-à-dire en ayant l'intention de dresser un portrait particulier dans une démarche de renseignement, on va créer un portrait qui est absolument pas bon. Et du coup, potentiellement, qui peut mettre encore plus en péril la personne qui est ciblée par une démarche de SINT. Les aspects réalité augmentée, réalité virtuelle, elles peuvent rendre ces manipulations encore plus crédibles en créant des environnements complètement faux, complètement virtuels, et qui vont devenir des superpositions avec la réalité, des superpositions augmentées, et créer une information qui a l'air véridique, mais qui ne l'est pas du tout. Donc, justement, je parlais de VR et d'AR, et maintenant on va essayer de regarder un peu l'horizon technologique autour de tout ça. Maintenant, notre détective, notre personne qui fait du renseignement, elle travaille plus seulement derrière son écran. Elle a des nouvelles lunettes qui lui sont proposées pour faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Donc son puzzle, maintenant, il va devenir tridimensionnel, mais dans le sens positif pour lui, parce qu'il va pouvoir être beaucoup plus dans une interaction directe, dans une utilisation presque temps réel. Donc là, les possibilités, elles sont décuplées. On peut faire de la reconstitution immersive. Un analyste peut marcher dans une reconstitution 3D d'une scène de crime ou d'un lieu d'intérêt, créée à partir de centaines de vidéos ou avec des techniques de LIDAR et ainsi de suite.
Et puis les agrémenter avec des sources publiques, de vidéos publiques, de photos, Google Street View, des photos de touristes et ainsi de suite, qu'il aura pu récupérer librement sur Internet. On peut aller, comme je vous l'ai dit, à l'analyse temps réel avec des lunettes AR dans la rue. L'agent de sécurité pourrait superposer des informations publiques, profils sociaux, liens connus sur des visages et des personnes dans la foule. Là, c'est gravissime. Imaginez si c'est pas un agent de sécurité, mais si c'est une personne extrêmement mal intentionnée, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui suit une femme dans la rue et puis qui se sert de ses lunettes pour finalement même plus avoir besoin de la suivre jusqu'à son domicile. Après quelques captures de son visage, simplement en l'ayant suivi quelques secondes, il est capable potentiellement d'utiliser en temps réel ces outils de renseignement et d'OSINT, et puis de localiser où elle habite. Il faut faire quand même très attention à tout ça, parce qu'il peut y avoir vraiment des conséquences extrêmement problématiques. Ensuite, il y a le sujet de la visualisation des données complexes. Alors là, pour le coup, on revient sur des activités beaucoup plus légales et beaucoup plus utiles de ce genre de choses. Imaginez des réseaux de relations entre entités, entreprises, personnes. Elles peuvent être explorées de façon tridimensionnelle. Donc là, on est plus sur la partie data vise, la partie construction d'un résultat de l'OSINT pour justement aller encore plus loin sur l'exploitation de ces données, rendant potentiellement visibles des connexions qui étaient moins perceptibles avec des mécaniques de recherche plus sous forme de lignes de commande ou de recherche plus traditionnelle sur des bases de données. Donc maintenant, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le puzzle, il est même plus à plat, il prend vie, et qu'en prenant vie, on peut analyser des choses qu'on n'aurait potentiellement pas pu analyser sans ce type de facilité. Donc maintenant qu'on a commencé à vraiment faire peur à tout le monde, il va peut-être falloir commencer à discuter un petit peu des gardiens du puzzle, et puis des axes de contrôle ou de régulation qu'il faut mettre en place, ou qui sont pour certains déjà en place. Déjà, effectivement, il y a un cadre légal et normatif. Il y a des choses qui nous protègent, notamment en France et en Europe. Je pense par exemple au règlement général sur la protection des données personnelles. Je pense potentiellement à la CNIL, pour le coup. Il y a un certain nombre de cadres de lois sur la protection des données, justement pour encadrer le fait que la corrélation, le regroupement de ces informations devient plus compliqué, parce qu'on interdit à des sociétés de stocker des données qui ne sont pas réellement en pertinence directe avec l'activité qu'ils ont déclarée et enregistrée pour justifier le stockage de ces données. Et effectivement, le but, ça va être de définir des garde-fous, des règles qui font que l'exploitation des données ne peut pas avoir une facilité trop importante pour des objectifs malveillants. Donc, il y a une énorme responsabilité des sociétés qui mettent en place des solutions pour les utilisateurs. Je pense aux réseaux sociaux, je pense aux fabricants de matériel AR/VR, pour qu'ils intègrent des garde-fous by design dans leurs solutions, pour vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas moissonner les données à une très grande échelle, et puis pour prévenir les abus via la technologie. Donc effectivement, la démocratisation dans le futur des solutions AR/VR, elle pose des défis qui ne sont pas encore résolus. Alors, l'éthique et la formation. Donc le but, c'est aussi c'est de développer des chartes éthiques. Donc là, on est plus sur les choses qu'il faut construire, et des codes de conduite pour les praticiens de l'OSINT, à l'image d'un serment d'Hippocrate pour les médecins. Mais vous allez me dire, c'est pas forcément ces gens-là qui sont les plus problématiques. Si, quand même. C'est-à-dire que malgré tout, les outils vont être d'abord faits pour eux, avant d'être faits pour des raisons malveillantes. Et donc effectivement, il faut déjà commencer aussi à former les analystes à la conséquence de ce qu'ils sont en train de faire comme exercice, des efforts de recroisement et de la démarche de renseignement qu'ils font. C'est-à-dire derrière de se dire, je ne vais pas laisser traîner ces informations, c'est pas parce que la donnée source, elle est publique, qu'il faut faire en sorte que la donnée consolidée et ciblante, pour le coup, elle le soit, ou qu'elle soit laissée traîner et accessible publiquement. Parce que là, pour le coup, on l'a bien vu, elle n'a pas du tout la même valeur, mais elle n'a surtout pas du tout le même impact sur les personnes qui sont ciblées par cette démarche. Donc,
il faut effectivement aller aussi dans une démarche de sensibilisation du public. Et c'est ce que je me propose de faire avec cette vidéo. Déjà, plus on parle de ce genre de choses, plus les gens comprennent que c'est possible. Est-ce que toute la population est aussi familière avec le digital, avec le numérique? Est-ce que les enjeux globaux d'utilisation d'Internet sont compris par tout le monde? Certainement pas. Et du coup, bah, l'étage du dessus, celui que je suis en train d'évoquer par le ZINT, il l'est encore moins. Donc le but du jeu, c'est qu'on parle librement de ces sujets pour se dire, attention, quand vous mettez une donnée en ligne, quand vous mettez une information en ligne, elle a une conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie numérique maniacale, mais il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Compliquer un petit peu le fait que ce qui ne doit pas être recroisé comme information ne le soit pas. Donc, pour conclure, on est, comme sur beaucoup de choses, en train de parler de l'art subtil de l'équilibre. C'est-à-dire que l'OSINT n'est en soi pas ni bon ni mauvais, c'est effectivement, hein, ça s'appuie sur un miroir de notre société numérique. Par contre, il est incroyablement puissant, riche en opportunités, mais aussi porteur de risques profonds. Ces informations prises séparément, on l'a dit, peut-être qu'elles n'ont pas elles ne démontrent pas un risque élevé. Par contre, le recroisement de ces informations, là, pour le coup, c'est beaucoup plus grave. Je voulais aussi, hein, vous l'avez compris, vous sensibiliser sur le fait que on voit arriver la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Peut-être qu'il y a eu des petits ralentissements. Il faut bien comprendre que probablement ces ralentissements, ils sont pas dus que à la technologie qui est peut-être pas encore prête. Ils sont aussi dus au fait qu'effectivement, il faut qu'on prenne notre temps pour savoir comment on les met à disposition. Par contre, effectivement, on voit que y a des choses intéressantes. Et puis pour les métiers pour lesquels l'action du renseignement, ça fait partie de leurs objectifs, là, il va y avoir énormément de facilité avec ce genre de choses. Enfin, voilà, je pense que vous le comprenez bien. Encore une fois, je suis en train de parler d'intelligence collective et de sagesse et d'autorégulation de la société par elle-même. Le but du jeu, moi j'aime pas l'interdiction. J'aime pas la loi liberticide, l'action liberticide. Par contre, ça passe par l'intelligence, la formation, la compréhension, plutôt que l'acceptation ou le dogme. Et typiquement, là, on voit que c'est vraiment un terrain, si on reste sur des approches dogmatiques, en n'essayant pas de comprendre, il y a un problème. Et en plus, effectivement, c'est un sujet qui traite d'éthique, qui traite de technologie et d'éthique, qui traite d'information et du poids et de la valeur de l'information. Le but du jeu, c'est que l'OSINT, on ne l'arrêtera pas, ça ne fait que commencer. Mais disons qu'il faut déjà, dès le début, se dire, attention, quand on voit ce qui est déjà possible, avec des moyens technologiques, des moyens numériques encore plus importants, à quoi ça va ressembler. Donc je vous remercie et je vous dis au revoir. J'espère que l'exercice de sensibilisation que je voulais faire avec cette vidéo vous apporte quelque chose, vous touche et vous dit, voilà, au-delà de faire attention pour moi-même, je dois faire attention pour les autres.